Depuis qu'elle ne fait plus la pluie et le beau temps sur Canal+, Louise Bourgoin ne cesse de tourner. Révélée sur grand écran dans La Fille de Monaco en 2008, elle a depuis une vingtaine de films à son actif. Son impertinence, son sourire désarmant et son visage de madone ont séduit des réalisateurs de choc. Parmi eux, Luc Besson, Nicole Garcia ou encore Thomas Lilti, qui lui confie un rôle d'interne dans la série Hippocrate. J'ai besoin que vous nous aidiez aujourd'hui. Mais on n'a jamais fait d'urgence. On le sait, mais on va pas vous demander de faire des choses folles, vous nous aidez, c'est tout. Je comprends pas, c'est quoi qui a explosé? Une canalisation, à cause du gel. Igor, je t'assure qu'aucun patient reste ici. Je compte sur toi. Allez, on bouge, allez. On va où? Bonjour Louise Bourgoin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Merci Nina. Alors, qui est Chloé Antowska, le personnage que vous incarnez dans Hippocrate? Alors Chloé Antowska, pour ceux qui ont vu la saison 1, c'est quelqu'un qui est interne en médecine générale et qui a un caractère assez fort, on peut dire en acier trempé, qui est quelqu'un d'assez dirigiste, qui a beaucoup d'ambition. Au bon sens du terme, à qui malheureusement en saison 2 il va arriver un drame puisqu'elle va perdre l'usage de sa main gauche définitivement et donc elle va être un peu déclassée au sein de l'hôpital et essayer de ressusciter, quoi, de renaître de ses cendres au fil des épisodes. Alors, je m'en sors pas mal, je crois. C'est bien. Bon, moi, j'aimerais aller plus vite, mais avec une seule main, c'est pas toujours simple. Ta main, tu vas trouver des parades, mais ça peut pas se faire en une journée. Le plus important, c'est que tu aies retrouvé tes réflexes. Je suis contente pour toi. Une citation, vous allez peut-être reconnaître son auteur. Louise, donc l'actrice, et Chloé, le personnage, sont profondément connectés. J'oublie parfois ce qui vient de l'une et ce qui appartient à l'autre. Vous avez peut-être reconnu le réalisateur Thomas Lilti, le réalisateur d'Hippocrate. Ouais. Pourquoi dit-il cela ? Il y avait quelque chose, une connexion avec le personnage que j'ai jamais vécu avant. Je ne sais pas si c'est une forme dans l'obstination ou dans peut-être la solitude, mais il y a quelque chose en moi qui est très proche de Chloé, voilà, chez Chloé qui est très proche de moi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Thomas, c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup à ses acteurs et donc qui leur écrit un peu des partitions sur mesure. Et il a une écriture qui est extrêmement fine en ce qui concerne la psychologie des personnages. Les gens ne sont pas unilatéraux, il y a beaucoup de nuances chez eux. Ils sont un peu comme des saints, quoi, parce qu'ils veulent sauver les autres, ils sont très altruistes et en même temps ils ont tous des failles et des défauts comme tout le monde. Cette série, vous l'avez un peu abordée, décrit et imagine en fait des catastrophes au sein de l'hôpital, oui. Mais elle effleure à peine la crise sanitaire à laquelle on pense tous quand on regarde cette série. Est-ce que vous n'avez pas ressenti un décalage entre le chaos sanitaire et la tentative de recréer dans la fiction un cataclysme qui finalement se joue en dehors? Oui, il y aurait fatalement eu un décalage quoi qu'il arrive. On sera en revanche les premiers à en parler vraiment en fiction. Oui, on intègre le Covid. Après, dans quelle mesure, je ne peux pas vous en dire plus, mais ce qui était troublant, c'est qu'au moment où on a stoppé à cause du Covid et du confinement, tout n'était pas écrit et donc Thomas a une intelligence de s'adapter et justement d'apporter de la vérité, quoi. Je sais que c'est très dur, je sais que t'es pas formé à autant de pression. Si on crie, si on pleure, si on panique, on n'est pas le patient. Le patient, il a peur, si t'as peur, il a encore plus peur et ça monte comme ça. Non, nous on tient. Et justement, cette rencontre avec Thomas Lilti et cette série, est-ce qu'elle a changé votre regard sur l'hôpital et l'hôpital public français, plus particulièrement? Oui, vraiment. La série a vraiment changé mon regard sur l'hôpital public. J'étais bien en dessous de la réalité. Je n'avais pas conscience de tous ces enjeux financiers, cette pression vraiment d'entreprise, quoi, cette pression au rendement qui semble complètement... un peu obscène en fait par rapport à ce qu'on délivre, aux soins qu'on délivre et aux vies qui sont en jeu finalement. Donc c'était pour moi naïvement un peu le dernier endroit où il n'y aurait pas de pénurie. On a travaillé beaucoup avec des infirmiers, des aides-soignants qui travaillent à l'hôpital dans lequel on a tourné, parce qu'en fait il y a une partie désaffectée de l'hôpital qui est louée pour le tournage de la série, mais juste à côté il y a un vrai hôpital en fonctionnement, quoi. Donc ils nous racontaient en temps réel avant qu'on coupe et qui est confinement, les tentes sur le parking, l'engorgement, le manque de moyens. Ils me disaient qu'ils n'avaient pas de surblouse, que Euro Disney avait donné des ponchos
avec Mickey, quoi, pour aider. Et donc, il sauvait des gens avec des ponchos Mickey. C'est surréaliste comme image. Il y a vraiment... il y a un état des lieux qui est fait par Thomas, sur lequel va en plus s'ajouter la crise du Covid. Et justement, le fait d'avoir à faire face à cette réalité-là, est-ce que ça a changé votre regard aussi sur la crise sanitaire, sur la nécessité de fermer les lieux culturels, par exemple ? Là, on est tous sidérés du temps que ça prend, puis on se questionne tous sur le fait qu'effectivement, il y a des lieux qui sont a priori pas à risque et où tout le monde fait très attention, et puis des grands magasins qui sont plus dangereux. Ça, c'est très délicat, tout ça. On a tous hâte... Enfin, en tout cas, je me rends compte, mais comme tout le monde autour de moi, que finalement, il y a un vrai manque de culture, quoi. Vraiment, moi, j'ai un manque profond de musée. Il faut que je voie du beau, quoi. Il faut que je voie des films, il faut que j'aille au cinéma, que je partage avec les autres. J'ai ce vrai manque, mais que j'avais jamais, en fait, mis à l'épreuve. Donc, je n'avais jamais vraiment réalisé, en fait, à quel point ça pouvait manquer, comme le pain et l'eau. J'essaye d'y pallier en allant dans des galeries, parce que les galeries sont encore ouvertes, en lisant, etc. Mais quand même, c'est difficile pour tout le monde. On va sortir de la page Covid. Dans Hippocrate, les personnages ne sont pas genrés, c'est-à-dire qu'ils sont présentés d'abord comme un médecin avant d'être vus comme une femme ou comme un homme. Votre personnage lui-même n'est pas lié au féminin, n'est pas dans un désir amoureux ou dans un désir d'enfant. C'est une dimension qui vous a plu ? Oui, beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'avais même des vieux réflexes hétéronormés assez archétypaux où je me disais, quand j'ai été castée, il avait plusieurs actrices pour le rôle de Chloé et je me souviens qu'il m'avait fait faire des essais, plein d'impro avec Karim et puis j'avais dit « Ah mais on va tomber amoureux, Je cherchais tout de suite de qui elle allait tomber amoureux, quoi. Comme si c'était induit déjà, quoi qu'il arrive. Quand on est une jeune femme, qu'à un moment donné dans sa vie, il y a... Mais non, pas forcément, on peut se construire sans. Mais c'est vrai que c'était... ancré en moi, c'est étonnant. À tous les niveaux, en fait, il désamorce ce qu'on, parfois, en tant qu'acteur, on a envie de jouer un peu par convenance. Il désamorce beaucoup les convenances et en rendant les choses beaucoup plus inattendues, il rend les choses beaucoup plus vraisemblables. À la fin de la saison 1, vous passez près de la mort. Votre personnage passe près de la mort. Est-ce que cette saison 2, c'est une forme de renaissance ? Le parcours de Chloé Antowska en saison 2, ça peut s'assimiler à une forme de renaissance, ouais, effectivement. Il va falloir qu'elle puise très profond en elle pour ressurgir. Elle démarre de très très bas. Vous-même, vous êtes née 2 fois, en quelque sorte, on peut peut-être le dire. D'abord sous le nom d'Ariane, lors de votre naissance en 1981. Ouais. Et puis en 2006, lorsque vous devenez Miss Météo au Grand Journal, où vous décidez d'utiliser votre second prénom, donc Louise. D'abord parce qu'il y avait déjà une Ariane sur le plateau, mais aussi en hommage à Louise Bourgeois, l'immense artiste Louise Bourgeois. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Louise Bourgeois, ce qui m'a plu la première fois que j'ai vu un documentaire sur elle, c'est d'abord la richesse de son travail, mais aussi le fait qu'elle ait toujours autant envie de créer à 98 ans, parce qu'elle est morte à 98 ans et jusqu'au bout, elle a une sorte de ferveur comme ça, très juvénile en fait, et c'est ça qui m'a donné envie de vieillir comme elle. D'ailleurs, vous avez vous-même fait 5 ans d'école aux Beaux-Arts. À Rennes, donc vous êtes aussi artiste. Comment est-ce que cette créativité vous sert dans le cinéma ? Est-ce que vous appréhendez un rôle comme une peinture, par exemple ? Non, je n'irai pas jusque-là, mais ce serait très présomptueux de ma part. Non, ça m'a nourri indirectement. Je n'ai pas tout de suite réussi à utiliser ce que j'avais appris aux Beaux-Arts pour jouer, mais aujourd'hui, j'arrive à le faire. Et en fait, les Beaux-Arts, ça donne quand même un point de vue aussi. Et puis, c'est vrai que quand j'y étais, j'ai vu énormément de films parce que j'avais des professeurs qui étaient extrêmement cinéphiles. Et donc, quand même, ça m'a aussi aidé à avoir une vraie culture cinématographique. Donc, vous êtes artiste, plasticienne, actrice de cinéma, de séries, humoriste. Vous avez écrit à peu près 600 sketchs. Oui, ah oui, ça oui, il y a longtemps, mais... Dans quel espace de création vous vous sentez la plus libre ? Il n'est pas encore trouvé, je pense que je serai totalement libre quand j'oserais écrire une fiction, et peut-être jouer dedans d'ailleurs, mais la direction d'acteur me donne très envie. Ouais. Et où en sont vos rêves d'écriture, justement ?
C'est difficile avec 2 enfants en bas âge. C'est la bonne excuse. C'est vrai que je suis sur beaucoup de choses en même temps, donc on a un sentiment de liberté et puis en même temps, voilà, chaque petite chose prend beaucoup de temps. Toujours sur ce plan de votre créativité, vous avez, en tant qu'artiste, une forme de fascination pour le corps nu et notamment le corps des femmes. Vous avez notamment coécrit un ouvrage à ce sujet, Orsay mise à nu, dans lequel vous décrivez les peintures, les tableaux du musée d'Orsay qui représentent donc des corps nus. Est-ce que c'était pour vous une manière de vous réapproprier un corps féminin qui, au cours de l'histoire, a souvent été malmené ? Malmené, non, je dirais pas ça. Il a été souvent sacralisé, très genré. C'était intéressant d'apporter un point de vue féminin sur beaucoup de positions lascives et érotiques. Et pourquoi cette fascination justement autour du corps ? J'aime bien dessiner des corps parce que j'aime bien en fait les mélanger, voilà, essayer de chercher des choses complexes à dessiner anatomiquement. Et puis ce qui me plaît aussi dans ces corps nus, c'est qu'ils ne sont pas datables étant donné qu'il n'y a pas de vêtements. Et souvent, le vêtement, ça rajoute tout de suite l'époque. Et j'aime bien les débarrasser de ça. Nous aussi, à France 24, on a soif de culture. Est-ce que vous avez un coup de cœur culturel à nous partager, J'ai une impression de musée en allant au Puce de Saint-Ouen, mais bon, ça s'adresse un peu aux Parisiens. Au Puce de Saint-Ouen, il y a beaucoup d'antiquités, beaucoup de tableaux. J'y passe beaucoup de temps et en ce moment, je suis obsédée par les masques No, voilà, les masques de théâtre japonais. J'ai découvert qu'il y avait énormément de personnages différents. Et voilà, pour l'instant, c'est un peu un sujet obsessionnel. Merci infiniment, Louise Bourgoin. Avant de vous quitter, j'ai une demande un peu spéciale. Je vois partout dans vos interviews, vous faites des petits dessins, vous les donnez, vous les distribuez. Est-ce que nous aussi, à France 24, on a droit à un petit dessin ?